Bienvenue dans Démangeaison, le podcast qui gratte votre curiosité. Bonjour à tous. Dans ce troisième épisode de Démangeaison, on va parler de notre corps. Alors s'il y a bien un acolyte qui est censé ne jamais nous lâcher dans la vie, c'est bien notre corps. On est tous composés de la même façon, d'un corps qui nous forme, qui évolue, parfois même plus vite que nous-mêmes. On le remercie de plein de choses, d'être là quand il est en bonne santé, de nous permettre de bouger, de respirer, de communiquer. Pourtant, souvent, on ne comprend pas tout ce qui s'y passe. On le rejette ou n'en est pas satisfait parce qu'il n'est pas assez performant, parce qu'il n'est pas assez bronzé, pas assez normé, qu'il est trop gros, trop petit, trop grand ou trop mou. C'est de ce corps-ci dont on parlera aujourd'hui. À l'approche des beaux jours où on est amené à ne plus le cacher sous une couche de pull, on parlera de ce corps qui est nôtre, mais qui semble pourtant parfois appartenir à tout sauf à nos propres exigences. Souvent, ces questions liées au corps semblent être toujours portées vers le féminin. Pourtant, je pense que ces prérogatives sont loin d'appartenir à un genre et qu'elles touchent tout aussi bien les filles que les garçons. Alors avant de commencer, je tenais à dire que dans cet épisode, on ne parlera pas que du corps comme complexe, mais réellement comme sujet de questionnement, comme sujet de curiosité. Alors tous ensemble aujourd'hui, essayons de comprendre notre corps, ce meilleur ami pour la vie. Moi je trouve que c'est vraiment incroyable à quel point notre corps est efficace. J'ai eu cette révélation en fait assez tard, même si ça m'a toujours un petit peu fascinée, comme tout le monde je pense. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de graves problèmes de santé et c'est souvent quand ça va pas qu'on se rend compte à quel point une partie de notre corps est importante. D'ailleurs, je pense qu'on se rend jamais autant compte à quel point c'est pratique de respirer par le nez que quand t'as un bon gros rhume. Alors dans cette optique-ci, laissez-moi vous raconter un peu ma vie, enfin plutôt celle de mon pouce. Il y a quelques mois, j'ai ressenti une douleur sur le côté de l'ongle du pouce de ma main droite. Alors au début, ça me tirait juste comme si j'avais reçu un coup sur le doigt et je me suis pas plus préoccupée. Jusqu'à ce que mon pouce devienne rouge et que la douleur s'intensifie, jusqu'à me réveiller en pleine nuit. Et c'est cette douleur que j'ai trouvée intéressante au final, puisque là où j'avais mal, la zone était rouge et était plus chaude que le reste de mon doigt. Et je ressentais comme si mon cœur battait à l'intérieur de mon doigt. Et j'ai trop flippé parce que j'ai cru que c'était comme quelque chose qui grandissait dans mon doigt. Donc au final, c'était rien de bien grave, c'était un panari. Un panari, c'est une bactérie qui s'infiltre sous l'ongle et qui crée une inflammation. Alors après mon opération, j'ai demandé à mon infirmière pourquoi j'avais cette douleur dite pulsante dans le doigt. Parce que je me demandais vraiment ce que ça pouvait être. Elle m'a tout simplement expliqué que quand le corps détecte une infection, il va envoyer plus de globules blancs qui combattent les infections dans le corps. Et comme il se trouve dans notre sang, on va avoir une activité plus importante sanguine dans la zone touchée, ce qui explique la rougeur et la sensation de chaud et de battement de cœur que j'avais dans cette partie de mon doigt. Alors dans la même veine, petit jeu de mots, il y a une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait réfléchir quant au rapport que j'ai avec mon corps. La comédienne Maud Bettina Marie, qui tient une chaîne YouTube avec Juliette Tressani qui s'appelle Parlons peu mais parlons, a annoncé il y a quelques mois qu'elle était enceinte. Bon, depuis, elle a accouché. Elle racontait qu'elle était particulièrement émue d'être enceinte parce qu'elle était victime d'endométriose depuis des années. Alors, petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, l'endométriose, c'est une maladie qui est présente dans l'utérus et qui provoque des douleurs très importantes durant les menstruations et qui entraîne surtout un fort risque d'infertilité. Elle expliquait que cette maladie lui fut détectée très tard, qu'elle avait toujours eu de grosses douleurs pendant ses règles, mais que comme ça semblait normal aux yeux de tous les praticiens et des gens qui la fréquentent, elle s'est jamais vraiment souciée de cet enjeu-là pendant ses règles. Et pourtant, elle avait quand même développé un rapport assez conflictuel avec son corps. Elle comprenait pas pourquoi elle avait si mal, et c'était un peu comme si elle en voulait à son corps de lui faire autant de mal tous les mois. Après l'annonce de son endométriose, elle était encore plus énervée contre lui jusqu'au jour où elle a rencontré une professionnelle qui lui a conseillé tout simplement de faire la paix avec son corps. Elle lui a conseillé de l'aimer, de le comprendre et surtout de ne plus le juger. Et ça lui a fait comme un déclic, elle a appris doucement à lui faire confiance jusqu'au jour où cette fameuse grossesse est arrivée. Et moi je trouve que cette histoire est extrêmement belle et elle m'a vraiment permis de reconsidérer totalement la façon de voir mon corps. Et je me suis demandé, et si finalement tout se passait dans la tête ? Peut-être qu'en fait, le seul fait de s'inquiéter de sa perte de cheveux, par exemple,
entraînent leur chute plus vite, que le simple fait de se culpabiliser après avoir mangé trop gras nous fait plus stocker la graisse et prendre du poids. Alors ça peut paraître anodin, mais tout se passe dans notre cerveau et tout est guidé par lui. Par exemple, quand on est amoureux. C'est bien un fait qui vient uniquement de nos ressentis et donc de notre cerveau. Pourtant, quand on regarde bien, c'est ton corps qui te fait sentir que t'es amoureux. Et pareil quand t'es stressé. T'as le ventre noué, t'as la gorge serrée, le cœur qui bat plus vite, t'as chaud, t'es dans l'angoisse. Bah tout ça en fait c'est ton cerveau qui envoie cette information à ton corps pour le faire comprendre. Notre corps est donc cette formidable machine qui fonctionne avec soi-même et pour soi-même. Pourtant, quand on se regarde, quand on s'observe de plus près, on se rend compte qu'on effectue des gestes, qu'on a des habitudes, des regards sur nous-mêmes qui ne viennent pas de nous, mais qui ont été modelés, qui nous ont été modelés, si fort qu'on s'en rend même plus compte. Et un exemple typique, je trouve, c'est les poils. Par exemple, aujourd'hui, on fait comme si les poils, ça devrait pas exister, comme si c'était vraiment les gros intrus de notre corps, alors que s'ils sont ici, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Notre corps, il les aurait pas mis là juste pour le kiff, pour dire allez hop, 2-3 poils pour les faire chier. Si notre corps arrive à faire cicatriser des plaies de fou, je vois pas pourquoi il ferait un truc qui n'a aucun sens comme ça. Et en parlant de poils, du coup, je suis tombée sur une vidéo tout récemment sur Facebook qui m'a confirmé le fait que cette question du poil, elle est plus vraiment obsolète, mais elle revient souvent sur le tapis médiatique et elle revient pas que par des femmes. Alors, on va écouter ensemble un petit bout de cette vidéo et on en reparle juste après. Au mois de janvier dernier, il y a eu un défi sur Internet, le January, repris par des milliers de jeunes femmes à travers le monde. Le but, c'était de ne pas s'épiler pendant tout le mois de janvier. Inutile de vous dire que j'ai participé. Mais en 2019, le fait que tout un groupe de personnes décide d'arrêter de s'épiler, c'est un événement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes à qui on a appris que c'était normal que les femmes s'épilent les jambes, les aisselles ou le pubis. Et par extension que c'était anormal qu'elle le fasse pas. Donc on a collectivement décidé que c'était ok, voire même parfois sexy, qu'un homme ressemble à un ours. En revanche, une femme n'a pas le droit de ressembler à un mammifère adulte. Et je sais pas ce que ça dit de nous en tant que société, que pour trouver un corps sexuellement appétissant, il faut qu'il ait l'air de pas être vraiment passé par la puberté. On dit qu'il faut souffrir pour être belle, ok, mais si la beauté, c'est une construction sociale qui varie au gré des normes de chaque époque, ça veut dire qu'il faut souffrir pour être aux normes. Ça veut dire qu'il faut souffrir pour être normal. Et s'il faut souffrir pour être normal, peut-être qu'on s'est juste planté au moment de définir ce qui devait être normal. Charles Nouveau, c'est un humoriste suisse de 29 ans et il a été accueilli pour parler ici sur la chaîne de Fresh. Fresh qui se veut être un média féminin, un espace de dialogue et d'ouverture d'esprit sur des questions tournées autour de l'égalité des sexes et des problèmes qu'engendre cette disparité dans la société. Alors sur Facebook, leur communauté s'élève à 1,7 million d'abonnés, ce qui en fait une plateforme médiatique assez importante. Et ici, j'adore le discours de Charles. Il a les mots parfaitement justes pour expliquer comment on fait de l'éradication des poils une vraie nécessité, une véritable obligation pour les femmes. Alors pourquoi le poil dérange-t-il autant ? Enfin, la solution que j'ai trouvée, c'était de me dire qu'en fait, le poil, c'était l'autre. Le poil, c'est l'animal, c'est l'imprévu, c'est le sauvage. C'est ce qui nous renvoie directement à notre part d'animalité, notre part de mammifère primitif, comme le dit si bien Charles, qu'on essaye toujours de contrôler. Alors le poil, c'est aussi et directement le corps. C'est le nu qui se dévoile quand on n'a plus toutes nos couches de vêtements. Alors montrer notre corps avec ses poils serait montrer notre partie animale, la partie de nous qui fait si peur parce qu'on n'arrive pas à la comprendre. Quand on regarde la peinture de Courbet, par exemple, L'origine du monde, on comprend bien comme cette peinture a pu choquer. On présentait jusque-là des sexes imberbes, on peut penser à la très célèbre Vénus de Botticelli, beauté idéale et imberbe par excellence. Et là, Courbet, il fait quoi ? Il nous met face à nos propres démons, à ses poils hirsutes, à ce sexe frontal et zoomé. Et là où c'est intéressant, c'est le cheminement du cerveau face à cette toile. En présentant un sexe féminin recouvert de poils, il cache au spectateur la finalité du tableau. On nous présente un sexe féminin, oui, mais on n'arrive même pas à voir ses composantes parce qu'il est recouvert de poils. Inconsciemment, le spectateur est obligé de continuer le tableau dans sa tête en visualisant sa propre image du sexe féminin. Image qu'il s'est construite au gré des choses qu'il a perçues de l'extérieur et de ses propres expériences. Et c'est là où ce tableau dérange et a dérangé, car il nous implique directement dans cette scène d'intimité. Arte a sorti en 2017 une mini-série qui s'appelle Poilorama, que vous pouvez retrouver sur leur site Arte Replay, et c'est 10 petits épisodes de moins de 10 minutes qui retracent différents points autour du poil.
Alors dans le premier épisode, Sarah Piazza, qui est docteur en psychanalyse, raconte que les jeunes femmes associent elles-mêmes les poils au dégoût. Car ce sont ces poils qui retiennent toutes les sécrétions de notre corps qui nous dérangent, comme la transpiration par exemple. On associe alors le poil au manque d'hygiène. Et pour les poils pubiens, ce dégoût est double pour les femmes et pour les hommes, parce qu'on associe le manque d'hygiène plus le dégoût du partenaire. Elle explique que le poil est intimement lié à la sexualité, car il apparaît au moment de la puberté. Au moment où les filles deviennent, excusez-moi du mot, mais pour faire plus simple, fécondables, et où les corps se forment, où on essaye de comprendre ce qui se passe, comprendre nos pulsions. Et c'est ces pulsions dont on parle, pulsions qui sont quasiment animales. Épiler ce poil, ce serait comme domestiquer cette partie de notre humanité, nous rendre inoffensifs en nous rendant lisses. Bon, bien sûr, dans ces questions anthropologiques, le marketing a bien su jouer son rôle. On s'est emparé de ces idées pour en faire une norme bien définie à ne surtout pas dépasser. Et je comprends à quel point c'est compliqué pour tout le monde de changer cette appréciation du poil. C'est quelque chose qu'on a catalysé et qu'on a surtout su faire taire. Toutes les femmes que l'on voit partout, toutes les femmes que l'on trouve belles, nous sont montrées sans poils. Et on se pose même pas la question, en fait, de se dire « Ah tiens, elle a pas de poils ». C'est juste, elles sont là, on les trouve belles, et c'est tout. Et quand on en voit certaines ne pas s'épiler, on les range tout de suite dans une case extrême. Parce que c'est juste plus simple de faire ça, plutôt que de se demander « Ah oui, ok, elles ont des poils, mais en fait, comme moi, quoi, c'est normal ». Et dans ce on, je me range aussi totalement dans cette catégorie, je suis bien loin d'être sortie de ce carcan, et je crois que j'en suis même pas plus dérangée que ça, je suis simplement intriguée de ce fait de société, et pour moi, il représente bien la façon dont on a de traiter notre corps, sans dire qu'il est à nous, mais le modeler au regard des attentes des autres. Et dans cette limite entre le corps et les normes de beauté, il y a plein d'artistes qui se sont imprégnés de cette idée. Tout à l'heure, on parlait de Courbet, le bien connu Gustave, pour l'origine du monde. Et pour le coup, cet artiste du 19e siècle a bien su faire parler son amour pour le corps dans ses toiles. On accusait Courbet de peindre le laid, de peindre l'immonde. En 1853, il présente une toile qui s'appelle Les Baigneuses, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est hyper connue. Elle avait fait scandale à cette époque, comme la plupart des toiles de Courbet d'ailleurs. Et ce tableau, donc, qui est un format portrait, donc qui est étiré vers le haut, présente une scène qui se passe en extérieur. Donc déjà, c'est assez contradictoire puisque on n'est pas sur un format paysage comme on accorde d'habitude au paysage. Donc c'est pas le paysage qui nous intéresse. Dans ce tableau, c'est la figure féminine centrale qui sort de l'eau. Donc on est peut-être près d'une petite rivière. Et cette femme sort de l'eau, elle est complètement nue, et elle nous fait dos, et elle nous présente frontalement cette croupe, ce bassin, elle nous présente ses hanches et ses irrégularités. Alors elle est pas toute lisse, cette baigneuse de Courbet, elle a des plis, elle est bien en chair, et en réponse à cette peinture, un critique de l'époque qui s'appelle Théophile Gautier, qui est bien connu, qui était très académiste, un peu contre tout ce qui sortait des normes, nous parle ici de peindre une personne obèse. Donc on est vraiment sur une dépréciation de ce corps qui est soumis au regard et qui date donc pas d'hier et pas de la révolution Instagram, même si je pense que ça joue beaucoup. Alors, est-ce que tout ça a évolué ? Est-ce qu'au final, on est toujours au même point qu'au 19e siècle et de cette fameuse baigneuse ? Et vous, est-ce que vous avez l'impression d'appréhender votre corps en regard de ce que voudrait la société ? Selon vous, comment se défaire de ce carcan ? Pour mieux répondre à cette question, je me suis permis d'interroger certains et certaines d'entre vous sur cette question. Le corps, c'est tellement essentiel parce que tout passe par lui, tout passe à travers lui. Et la société, elle est à fond, elle parle de comment être bien dans son corps, la confiance, tout ça. Mais avant tout apport extérieur, ça doit être lié à notre propre micro-société qu'on a chacun à gérer, cette sorte de mini-entreprise organique qui permet parfois de soulever des montagnes, et pour ça, il faut que tout aille au mieux. Mais je pense pas vraiment qu'il y ait de recette marketing à ça. Appréhender son corps, pour moi, c'est l'écouter, savoir le voir, le comprendre, l'apprendre, pour se parler de soi à soi, s'aimer de corps et aussi d'esprit. Je pense que oui, on a forcément une certaine appréhension de notre corps parce qu'on est constamment confronté à l'image du corps parfait, et donc la comparaison, on la fait instinctivement sans même se poser de questions. On voit bien qu'aujourd'hui, la mode, c'est aussi d'essayer de se débarrasser de ce carcan par le fait d'être original, mais finalement, cette recherche d'originalité constante,
C'est un phénomène aussi d'uniformisation, vu que tout le monde fait la même chose. Moi-même, j'essaie de me satisfaire de moi-même, donc j'essaie de faire le point sur ce que je suis et de m'accepter comme je suis. Mais par contre, à partir du moment où il y a le regard de l'autre qui intervient, donc du coup, par exemple, pour plaire à un mec, tu vois, je vais par exemple avoir tendance à me dire « Ah ouais, mais il faudrait que je sois comme ça, genre que j'ai un bon boule et tout ». Ce qu'on pourrait faire soi-même, c'est arrêter de se dévaloriser, donc cesser un peu aussi de se comparer à des modèles qui sont complètement fantasmagoriques. La société a forcément un rôle dans le fait de nous culpabiliser de par les pubs et tout ce qui nous entoure. Mais moi, personnellement, je me suis pas senti impacté par cette question. Alors merci à tous pour vos réponses. C'est vrai que dans tout ça, je pense qu'on retient un petit peu tous la même chose, c'est que oui, forcément la société, elle a impacté d'une façon ou d'une autre sur chacun d'entre nous, et de façon plus ou moins forte. Même si je me suis assez centrée sur le féminin dans cet épisode, du fait que je sois du sexe féminin, j'ai tourné ma sensibilité plus vers ce que je connaissais, mais les hommes sont totalement impliqués dans cette question. Enfin, c'est vrai que vous avez tout autant des normes corporelles à respecter, c'est juste que vous êtes peut-être plus introvertis dans cette question, qui revient peut-être moins à la surface, et au final, je pense qu'il n'y a pas de réponse à tout ça. Il n'existe pas une réponse à tout ça. Au regard de tout ce qu'on a abordé, on voit que notre corps est et a toujours été formé et forgé par le commun, par le collectif, vers l'individuel. On est tous différents dans notre rapport avec notre corps, et le but c'est pas de donner une bonne réponse, mais de trouver la sienne, celle qui nous correspond. La réponse, elle se trouve peut-être tout simplement dans le positif que nous donne notre corps, dans tous ses talents, et surtout dans notre rôle à jouer, à nous, avec notre petite tête et nos prérogatives sur celui-ci. Cet épisode est plus compliqué que les autres, je trouve, parce que le corps est une question qui me tenait particulièrement à cœur, parce que premièrement, c'est la première source de curiosité de chacun, c'est celui qui nous accompagne partout et qu'on découvre un peu plus chaque jour. Mais aussi parce que c'est une question qui prend des proportions, je trouve, beaucoup trop importantes dans la vie de chacun, et souvent de manière négative. Alors j'espère que cet épisode vous aura permis de réfléchir sur votre rapport avec vous-même, une sorte d'introspection que vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite, mais qui trouvera peut-être écho dans plusieurs jours ou dans plusieurs mois. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos idées de thèmes pour les prochains épisodes. En tout cas, d'ici là, et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour gratter ensemble de nouvelles démangeaisons.